on va voir qu'on a introduit de nouvelles choses. On a toujours les rapports, c'est-à-dire qu'on fait passer les mêmes questionnaires, hein, l'outil d'évaluation ne change pas en soi, ce sont les mêmes tests qui sont complétés par les candidates et les candidats. On a notre recruteur et on va insérer entre les deux un petit assistant intelligent. Donc il va faire quoi? Eh bien, qui va analyser pour le recruteur, pour la recruteuse, l'ensemble des informations qui sont comprises dans les rapports, qui vont mettre en perspective toutes ces informations-là par rapport au profil qui va être recherché, et ensuite il va pouvoir fournir des indicateurs. Donc on a un indicateur global, un indicateur de matching prédictif, donc il va vous dire voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on pense qu'en analysant l'ensemble de ces données, c'est-à-dire tous les liens complexes entre la personnalité, les motivations, les facteurs d'agilité intellectuelle, et quand on met ça en perspective par rapport à ce qui est requis pour réussir à être engagé dans le job, dans le contexte de l'équipe, dans le contexte encore plus large de la culture de l'entreprise, quelle est la probabilité de cette personne à la fois de réussir tout en étant engagé. Ensuite, la recruteuse, le recruteur va pouvoir, se saisissant de ces informations, prendre sa décision, et on insiste bien là-dessus, ce n'est pas un système qui va vous faire tout, qui va tout faire à votre place, hein. C'est-à-dire qu'à armé de ces informations, vous allez pouvoir prendre la décision, soit de rencontrer la personne, soit, encore une fois, d'écarter la candidature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour savoir qu'en utilisant ce type de système, ça va vous permettre d'augmenter la qualité des décisions que vous allez prendre de manière, on va le voir, assez radicale. Et ce qui est intéressant avec cette approche prédictive, c'est que, bien évidemment, quand on évalue des personnes, hein, si on le fait à la main, on va prendre le profil d'un candidat, d'une candidate, on va analyser, on va pouvoir prédire, ensuite on en prend une autre, on y a encore un autre candidat. Avec ces systèmes prédictifs, vous allez pouvoir pas seulement évaluer une seule personne, pas seulement pouvoir prédire sa capacité à réussir à s'engager personne par personne, mais on va pouvoir, potentiellement, vous pouvez évaluer, prédire, anticiper la capacité de succès des personnes de 100, 200, 300, 5000 personnes en même temps si vous le souhaitez. Donc du coup, ça va vous permettre de démultiplier l'impact que vous pouvez avoir sur ce genre de prise de décision. Donc, il y a un point qui est crucial dans l'approche prédictive, c'est la notion qu'on appelle de modèle prédictif. Le modèle prédictif, c'est quoi? C'est le prisme au travers duquel vous allez regarder les résultats d'une candidate, d'un candidat, justement pour pouvoir anticiper sa capacité à réussir et à s'épanouir dans le poste. En gros, le modèle prédictif, c'est ce qu'on cherche. Et on a l'habitude de dire, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de le trouver. Ou en tout cas, dans le recrutement, on s'est rendu compte que dans tous les cas, on va trouver quelque chose, mais ce n'est pas forcément la bonne chose. Donc un modèle prédictif, ça se formalise comment? Ça peut se formaliser de cette façon, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on retrouve bien les 20 traits qui sont évalués, 20 dimensions de personnalité évaluées au travers de Shape, et on va avoir des zones grises, des zones vertes et des zones rouges. Les zones grises, c'est quoi? Ce sont tous les critères qui ont été identifiés comme n'ayant pas un impact significatif ni sur la capacité des personnes à réussir, ni sur leur engagement. C'est-à-dire que par exemple, pour le job dont il s'agit, le fait d'accepter les critiques ou pas, d'être diplomate ou pas, de chercher à convaincre ou pas, ça ne distinguera pas les personnes qui réussissent le plus des personnes qui réussissent le moins, ça ne distinguera pas les personnes les plus engagées des personnes les moins engagées et les moins satisfaites dans l'entreprise. En revanche, toutes les zones en vert, ce sont les zones de score attendues, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, sur va spontanément vers les autres, on s'est rendu compte que les personnes qui ont cette capacité à faire le premier pas pour aller à la rencontre de l'autre, créer facilement une connexion avec les autres, réussiront plus facilement, alors que les personnes qui ont un score faible, ça ne va pas forcément être le cas. Et donc, bien évidemment, parfois on recherche des scores élevés sur certains critères, mais parfois c'est le contraire, on recherchera plutôt des scores faibles. Par exemple, on a ici « prend l'ascendant sur les autres ». Pour le job dont il s'agit, prendre trop le leadership, être trop dans une attitude d'affirmation de soi, c'est quelque chose qui peut nuire justement à la performance dans le cadre du job. Donc, soit vous pouvez utiliser, donc il y a différents modèles qu'on met à votre disposition. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 5 millions de personnes dans 30 pays différents qui ont complété Assessfirst. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous posez la question de savoir à quoi ça ressemble un auditeur dans le domaine de la finance à Singapour, par exemple, aujourd'hui on a des éléments de marché à vous communiquer. Alors,
Voilà, donc il y a 300 modèles, donc on va les retrouver dans 26 grandes fonctions clés, donc 300, un petit peu plus de 300 postes différents. Il y a une réserve toutefois qu'on émet, c'est que ces modèles-là, ils ne vont pas vous permettre de dire est-ce que mon candidat, ma candidate va réussir chez moi dans le contexte qui m'est spécifique. Ce sont des modèles marchés. Ils vous permettent uniquement de dire est-ce que cette candidate, ce candidat, est-ce qu'il a un profil qui est cohérent par rapport à ce que l'on observe sur le marché, d'accord, à Singapour, chez les auditeurs par exemple, qui sont dans le domaine de la finance. C'est intéressant, ça vous donne une certaine quantité d'informations, mais ça ne vous permet pas donc de faire une prédiction valable pour chez vous. Ensuite, deuxième façon de procéder, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les modèles prédictifs personnalisés. Donc là, il y a un petit questionnaire qui est à votre disposition. Vous allez pouvoir l'utiliser et vous allez décrire quelles sont les missions, les tâches, les activités, mais aussi le contexte dans lequel la personne va évoluer. D'accord? Donc est-ce que, par exemple, on sera dans un environnement plutôt compétitif, collaboratif? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une industrie, par exemple, qui est en train de se transformer, ou quelque chose de plutôt traditionnel? Quelles sont les missions? Est-ce qu'il y aura du management? Oui, non. Si oui, combien de personnes? Est-ce qu'il y aura de la gestion de projet? Et à partir du moment où vous avez répondu à ce questionnaire, on va analyser vos réponses et on va vous faire une recommandation en termes de profil à rechercher. On va vous dire, au vu des informations que vous nous avez communiquées sur les missions que vous allez confier à cette personne, mais aussi sur le contexte dans lequel la personne va évoluer, on vous conseille de rechercher une personne qui va chercher à convaincre, qui va facilement vers les autres, qui s'ouvre au point de vue différent du sien, qui est capable de consulter avant de délibérer, et on va voir comme ça sur les différents éléments de personnalité, sur les différents éléments de motivation, et également sur la partie capacité de raisonnement d'apprentissage. C'est intéressant, mais ça repose quand même sur la perception que l'on a à chaque fois, soit en tant que recruteur, en tant que gestionnaire des talents, la perception, la représentation que l'on se fait du job et de la culture de notre entreprise. Alors, après on peut se dire, ouais, on n'a qu'à solliciter le manager opérationnel, mais on s'est rendu compte, on a fait des études, et on s'est rendu compte que quand on empile comme ça les représentations des uns et des autres, on ne va pas forcément arriver toujours à quelque chose d'hyper pertinent. Après, il y a une autre solution, c'est de réaliser ce qu'on appelle des modèles prédictifs data-driven. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ne va pas vous dire, nous, on pense que ce que vous devriez chercher, c'est ça ou ça. On ne va pas partir du principe que forcément l'entreprise est la mieux placée. On va se dire, et si on regardait la réalité? Et si on regardait ce qui se passe concrètement sur le terrain? Donc là, il va s'agir de quoi? Il va s'agir d'évaluer, bien évidemment, le profil des collaborateurs en poste. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, 50 commerciaux, on peut évaluer le profil des 50 commerciaux. Ensuite, on va vous demander donc, de nous fournir des informations concernant la performance, les résultats objectifs atteints par exemple par vos commerciaux mois par mois sur une à plusieurs années. Et donc avec certains clients, on a pu recueillir comme ça jusqu'à, chez Berlin, je crois que c'était 39 indicateurs différents pour chacune des personnes, donc ils compilent 39 indicateurs mois par mois. Et ensuite, une fois qu'on recueille tous ces éléments d'information, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser toutes ces données. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des configurations particulières donc de personnalité, de motivation et de raisonnement qui vont être liées positivement par rapport à, aux facteurs de performance qui sont ceux de l'entreprise. Et donc là, ça se passait comment? On avait donc toutes les données de l'entreprise plus les profils assesseurs qui étaient étudiés par Christophe chez nous et Vinny, donc Vincent. Et donc, ils analysaient toutes ces informations, donc ce sont nos data scientists, et ils arrivaient à la création d'un modèle prédictif. Alors, ce qu'il y a de génial avec ces modèles prédictifs, c'est que systématiquement, quand on les implémente chez nos clients, ça va leur permettre, une fois qu'ils réutilisent ces modèles pour faire leur nouveau recrutement ou pour gérer les projets de mobilité des collaborateurs en interne, ça leur permet réellement de prendre de meilleures décisions. Et ça, on va le voir comment? On va le voir à 12 mois, 24 mois, 36 mois, après avoir mis en place le modèle prédictif, on va regarder ce qui s'est passé. Quelles sont été les décisions qui ont été prises? C'est-à-dire, concrètement, quelles sont les personnes que j'ai recrutées à l'aide de ce modèle prédictif? Okay. Donc, est-ce que j'ai recruté des gens qui étaient au-delà de 60% par rapport à l'adéquation au modèle, en dessous de 40%, entre 40 et 60%, et on va regarder ce que délivre chacune des personnes. Et systématiquement, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on recrute des personnes
qui au final ont une adéquation qui est au moins à 60% d'adéquation, ça va permettre d'augmenter significativement la qualité des profils recrutés. C'est-à-dire que pour les commerciaux, par exemple, ce sont des personnes qui vont générer plus de chiffre d'affaires, enfin générer plus de rendez-vous, qualifier mieux les projets, qui vont générer plus de chiffre d'affaires, générer plus de marge, avec parfois enfin, voilà, toutes sortes de facteurs. Ça, c'était un processus qui était assez fastidieux parce que entre le moment où on va évaluer les personnes, faire la communication en interne, récupérer les données, nettoyer, cleaner tous les sets de données, tester différents types de modèles prédictifs et arriver au final au modèle prédictif final, c'était un processus qui nécessitait de 2 à 4 mois. Donc, on s'est dit, il y a un problème. Parce que certes, on arrive à avoir des résultats extrêmement positifs, hyper enthousiasmants, mais le problème, c'est qu'on a, à un moment donné, il y a un goulet d'étranglement. Est-ce que vous voyez où il est, ce goulet d'étranglement? Vous avez une petite idée? Qu'est-ce qui nous empêchait, en fait, à un moment donné, de proposer de manière beaucoup plus large cette conception de modèle prédictif? L'analyse de toutes les données par une seule personne. Exactement. On s'est dit, en fait, il y a un engrenage dans la machine, et cet engrenage, il porte le nom de Christophe et de Vinny. Donc, eh bien, ce qu'on a fait avec Simon, c'est qu'il y a à peu près 18 mois maintenant, on a convoqué Christophe et Vinny, et on leur a raconté une histoire. On leur a dit, vous vous souvenez, vous nous envoyez tout le temps des articles de cabinets, tous plus prestigieux les uns que les autres, qui annoncent justement la destruction des emplois, comment les algorithmes, parce que des fois, ils aiment bien nous faire peur. On leur a dit, en fait, on a 2 nouvelles à vous annoncer. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est qu'en effet, les algorithmes vont détruire des emplois. Et ça va commencer par les vôtres. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous-même qui allez détruire vos propres emplois. Et bien évidemment, comme ils sont brillants, il y a plein de place pour eux chez Assesseur. Et donc, ce qu'on leur a demandé, tout simplement, c'est de pouvoir modéliser, industrialiser leur travail. Avec la consigne suivante, donc vous devez automatiser à 100% votre travail et on doit arriver à des résultats qui sont au moins aussi performants que ce que vous êtes capable de faire à la main. Et donc, je vais laisser Simon vous expliquer ce qui s'est passé. Avec grand plaisir. Donc, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. On est hyper fiers de ce qu'on présente aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ce qu'on savait faire de mieux jusque-là chez Assess First. C'est là où nos clients obtenaient les meilleurs résultats et pour autant, très peu y avaient accès au regard des contraintes que ça impliquait. Donc, ce challenge-là aussi, c'était de dire comment est-ce qu'on met à la portée de n'importe qui notre intelligence la plus avancée. Et ça donne lieu à une nouvelle fonctionnalité sur notre plateforme qui est la plus intelligente qu'on ait développée et sur lequel vraiment l'équipe est comme des dingues. C'est-à-dire qu'on était encore dessus à 22h hier en train de regarder les stats dans tous les sens. C'est vraiment génial. Et donc je suis très content et très honoré de vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui. Globalement, comme le disait David, l'idée c'est de créer un modèle prédictif, que vous puissiez comprendre pourquoi certaines personnes réussissent chez vous mieux que les autres. Et jusque-là, on vous permettait de décrire les missions du poste pour analyser quelles étaient les conditions du succès. Depuis presque ce matin, on peut désormais faire une analyse des contacts directement depuis l'application. Ces contacts, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent potentiellement d'un audit interne. Vous avez proposé aux gens qui faisaient le job de compléter les questionnaires, ou ils peuvent venir de l'historique de vos recrutements. Vous avez utilisé la solution d'un point de vue assez classique, vous avez cumulé de l'information, et il y a un moment où vous vous dites, mais toutes les personnes que j'ai évaluées jusque-là, il y a des personnes que j'ai recrutées, il y en a non, il y en a qui ont réussi chez moi, il y en a qui ont échoué, c'est l'occasion de comprendre pourquoi. Et ça se passe à travers l'analyse des contacts. Donc l'idée c'est de remplir l'objet du modèle prédictif, quel est son objectif. Ça peut être par exemple de comprendre le succès chez un conseiller commercial, dans un poste en particulier, dans un rôle, qui est lié à une fonction, développement commercial par exemple. Et ce qu'on va vous demander de faire ensuite, c'est tout simplement d'ajouter les contacts que vous avez sur cette fonction, sur ce rôle, sur ce job. Là, pour l'exemple, je vais en apporter certains. Donc, je peux difficilement montrer des contacts qui sont chez nos clients. Donc, pour l'exemple, j'ai mis des personnes chez nous. J'ai apporté 28 personnes ici. Et ce qui était aussi vraiment important pour nous dans la démarche de la création justement de ce module, c'était de dire est-ce qu'on limite
l'import à un minimum de personnes pour que ce soit statistiquement viable. Et on a travaillé pour que, même sur des petits échantillons, on avait été capable de faire nos preuves. Donc on a voulu de la même manière travailler un module qui puisse tolérer des petits échantillons et pour autant sortir des statistiques intéressantes. Je parlerai de comment est-ce qu'on a réussi à faire ça par la suite. Donc là, je rentre par exemple 28 personnes, et comme vous le voyez, ce qu'on va vous demander de faire pour chacune de ces personnes évaluées, c'est de renseigner leur niveau de performance, est-ce qu'elle est par exemple élevée, et leur attitude, sur une échelle de 5 encore une fois. Donc ça peut être performance forme, attitude positive, performance faible, attitude problématique. Je l'ai mis sur moi pour pas créer de polémique. Mais vraiment l'idée c'est ça en fait. Vous avez une échelle de 5 et ce score il est transformé, il est traduit en niveau de performance et niveau d'attitude pour qu'on puisse comprendre qui réussit, qui peut être en échec chez vous. Alors pourquoi ces deux éléments? On les a vraiment travaillés, on a essayé différentes options, différentes échelles. Et en fait, on est arrivé au résultat que c'était la combinaison de ces deux qui était les plus efficaces. On a d'une part la performance, c'est ce qu'il y a de plus objectif. On n'est pas sur de l'évaluation subjective, on n'est pas sur une personne qui juge qu'une autre est compétente. On va simplement retranscrire, vous allez simplement pouvoir retranscrire ce qu'obtiennent les personnes chez vous aujourd'hui en termes de résultats concrets. Alors si on est sur les populations classiques commerciales, c'est très simple. Hein. Vous traduisez leur pourcentage par exemple d'atteinte des objectifs en est-ce que l'atteinte des objectifs elle est dans la norme, en dessous, vraiment en dessous, au-dessus, vraiment au-dessus. Donc on a regardé ça. La question qu'on s'est posée, nous, c'est est-ce qu'on ne va pas perdre en sensibilité? Parce que les données qu'on récupérait, elles étaient quand même hyper brutes, donc hyper précises. Et quand on les a comparées finalement à une renormalisation autour de 5 points, on est arrivé à des résultats similaires. Donc encore une fois, on s'est dit, on ne perd pas à délimiter cette échelle en 5 points sur la performance. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus objectif. Mais on ne s'est pas contenté de la performance, on est allé aussi sur l'attitude. Pourquoi? Un des cas classiques dans les entreprises, quand elles nous donnent les indicateurs de performance, elles disent, alors ça c'est leur performance, on leur dit, ok, vous êtes sûr que ce sont des indicateurs fiables? Et à chaque fois, un peu la réponse c'est oui mais. Alors oui, ce sont des indicateurs fiables de performance, réels, aujourd'hui mesurés. Le mais, il est, mais on va peut-être les faire changer. On va peut-être faire évoluer nos façons de mesurer la performance, notre modèle, parce que le monde change, notre culture aussi, et on a aussi une vision qui va bouger. Et l'attitude, finalement, ça vient traduire ça. Quelles sont les personnes qui, aujourd'hui, ont déjà développé une attitude que vous attendez et qui portent votre transformation future? Et vous pouvez vous dire, ces gens-là, aujourd'hui, avec l'attitude qu'ils ont, même s'ils peuvent avoir une performance qui ne se démarque pas plus des autres, ils ont une attitude qui est constructive et qui nous permet de faire avancer la société. Alors qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un bon niveau de performance, mais qui ont une attitude qui est contre-productive, ou parfois néfaste même en interne, et donc ça peut être un sujet. Et c'est là où ces deux données sont très complémentaires et nous permettent, nous, de travailler sur différentes combinaisons qui portent leurs fruits. Voilà, donc ça c'est à vous de remplir ça. Si vous ne savez pas qui est performant, qui a une bonne ou une mauvaise attitude chez vous, on peut rien faire pour vous. Il y a quand même ce prérequis là à la base. Donc vous allez pouvoir remplir ça. Dans l'idéal, compléter ces informations-là pour un maximum de personnes. En fait, l'idée, la qualité d'un algorithme, c'est la quantité de données que vous lui donnez et la qualité. La quantité, elle est là, 28 personnes importées. Plus vous en mettez, plus vous renforcez l'intelligence de l'algorithme. Et la qualité, elle est ici. Plus vous serez pertinent dans vos capacités à qualifier la performance et l'attitude, et plus la prédiction derrière sera intelligente de la même manière. Donc elle dépend énormément de vous. Et une fois que c'est complété, il y a l'algorithme qui va travailler, récupération des contacts, calcul de différents croisements, différents modèles potentiels prédictifs, et vous allez arriver sur un dashboard qui va vous présenter l'analyse qui a été faite. Ce qui était vraiment important pour nous, c'était pas de vous dire, ok, vous nous avez donné des personnes, voici le résultat. On voulait passer par une étape intermédiaire qui vous permette de comprendre ce qui a été analysé, de vous en saisir, et de vous dire, est-ce que je veux travailler de cette façon-là? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Et choisir aussi différentes options. Donc la première information qu'on va vous donner, c'est le pouvoir prédictif de notre application au regard des données que vous nous avez fournies. Donc comment ça va se passer? On va vous dire, par rapport à ce qu'on a analysé, on a développé un modèle prédictif
qui permet de maximiser à la fois la performance et l'attitude. Et dans ce cas-là, si vous le réappliquez dans vos recrutements, en sélectionnant des personnes entre 80 et 100% d'adéquation à ce modèle prédictif, vous allez pouvoir vous attendre à un taux de succès de 80%, un taux d'échec de 20%. Donc ça vous donne une idée de la marge d'erreur. Là, vous vous dites, dans les candidats qui ont entre 80 et 100% d'adéquation à mon modèle, il y en a 8 sur 10 qui peuvent réussir. Et il y en a 2 sur 10 qui sont une marge d'erreur et qui vont potentiellement échouer. Si vous allez un peu plus bas, vous recrutez entre 60 et 100%, et là, vous voyez la marge d'erreur augmenter par rapport à ce modèle-là. Vous aurez un taux de succès de 67%, et donc du coup 33% d'échecs potentiels. Si on passe sur du 40 à 60% d'adéquation au modèle, bien là, on est sur des taux de succès et des taux d'échec qui sont équivalents, donc c'est du 50-50. Là, en gros, ça veut dire qu'entre 40 et 60, l'algorithme ne peut pas vous aider, c'est vraiment à vous de voir, et vous avez une chance sur 2 de tomber sur une personne qui peut réussir. Et de 0 à 40%, là, le taux de réussite est très faible, il tombe à 15%. Ça veut dire qu'on peut réussir quand on a une adéquation faible, mais ce sera que 15% du temps sur entre 1 et 2 personnes sur 10. Et ça, ce qui est important pour nous, c'est de vous montrer justement quel est le degré de pertinence, de qualité de la prédiction qui va vous être faite. Quand on va donner un chiffre après sur un candidat, quelle sera la marge d'erreur? Ce qui était essentiel aussi pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de black box, que vous compreniez, que vous ne puissiez pas être en mesure de comprendre ce qu'il y a derrière le calcul. Ça, en ce moment, si vous lisez éthique et intelligence artificielle, vous voyez ce sujet revenir à chaque fois, parce que ça devient un des piliers justement de l'éthique dans l'utilisation des algorithmes. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'il y a derrière. Si on ne comprend pas, on ne peut pas comme ça, de manière aveugle, prendre des décisions et ne pas être responsable des critères que l'on a mis derrière. Donc pour chacun des modèles, vous pouvez les visualiser et vous dire, identifier quels sont les critères qui ont été identifiés comme facilitant le succès dans le poste. Donc là, en l'occurrence, on retrouve 8 dimensions de personnalité, le fait de prendre ascendant sur les autres, chercher à convaincre, être plutôt direct, pas trop diplomate dans sa façon de communiquer, plutôt être en réaction critique, pas les accepter, et ainsi de suite. Donc 8 critères. De la même manière, on a travaillé nos algorithmes pour qu'ils sortent, là par exemple, seulement 8 critères distinctifs en termes de personnalité du succès, et alors qu'on en a 20 potentiels. Et ça, très clairement, c'était pour cibler les déterminants clés, et surtout pas aller sur des modèles exhaustifs où vous auriez des attentes partout, et là on serait sur du clonage, on veut une personne comme ça, avec cette personnalité, et pas autre chose. Donc on a vraiment fait en sorte de limiter les dimensions recherchées, pour que dans tous les cas, on ait une liberté, une latitude qui soit laissée sur le reste des critères, afin de garantir un maximum de diversité sur les postes. On a la même chose pour les motivations. Quelles sont les motivations clés pour réussir dans l'analyse? Et là, vous pouvez vous dire, effectivement, je comprends que ça puisse ressortir et ça me va tout à fait qu'on puisse sélectionner les personnes qui recherchent ce type de motivation pour le poste. Et enfin, le raisonnement. Là, on va vous dire, sur les différents aspects de raisonnement, on va vous dire quel est le niveau minimum à attendre pour que les personnes soient en succès. Donc on a des zones plus ou moins exigeantes. On voit que gérer les imprévus, là, on est très exigeant. Il faut des gens excellents sur ce sujet. Il ne faut surtout pas qu'ils aient un score faible ou moyen. Par contre, on va avoir un peu plus de latitude sur la capacité à manipuler les chiffres, par exemple. Donc cette visibilité est essentielle. Pas de black box. Vous savez ce qu'il y a derrière. Et vous pouvez aussi tester ce modèle avant de l'appliquer à vos candidats. Tester ce modèle, qu'est-ce que ça veut dire? On vous reformule un petit peu les choses en termes d'échantillons que vous nous avez fournis. En gros, on fait une 9-box en vous ressortant combien de personnes sont au niveau de performance élevée, moyenne, faible, combien de personnes ont une attitude en décalage, adaptée, excellente. Et puis, vous retrouvez comme ça le nombre de personnes. Là, je retrouve finalement mes 28 personnes telles que j'ai pu les évaluer. Ça vous donne une idée de la représentativité de votre échantillon. Et puis, on va pouvoir, du coup, vous allez pouvoir refiltrer votre échantillon au regard de ce modèle prédictif pour vous dire, effectivement, est-ce que les bons chez moi, je les retrouve comme des personnes qui fit avec le modèle, et est-ce que quand je vais dans les low fit, j'ai effectivement les personnes qui ont échoué, qui ont été en difficulté, et pas la majorité des gens que j'aimerais voir chez moi. Alors, un petit truc, on a fait en sorte avec Julien CTO, que par défaut, tous les algorithmes nous mettent au top. C'est un peu un backup. C'est pas vrai, hein. C'est un peu un backup si on perd notre job. On passera à partir.
Non mais là, quand j'ai ouvert, je me suis dit, mince, c'est caricatural, c'est un peu cliché. Mais voilà l'idée, quoi. Vous pouvez retester le modèle de cette façon-là. Sinon, la prédiction qui est faite justement de la marge d'erreur, quand on a un petit échantillon, en fait, c'est dur, enfin, statistiquement, je pense qu'il y en a qui le savent très bien, c'est impossible de faire du prédictif sur un échantillon, par exemple, de moins de 50 personnes. Au-delà de 50, on peut mettre une partie de l'échantillon de côté, on travaille sur une partie de la population, et puis quand on la réapplique sur l'échantillon qu'on a mis de côté, on se dit à quel point on est juste. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va vous donner en prédiction de la qualité et de la marge d'erreur. Voilà, sur un échantillon qu'on avait mis de côté, la qualité de nos prédictions. Comment est-ce qu'on fait en dessous de 50 personnes? On a pu, justement, durant ces 18 mois, travailler sur un ensemble d'échantillons qui étaient parfois petits, sur lequel on faisait des analyses, et sur lesquels on a pu suivre la qualité de ces analyses-là. La prédiction, elle ne pouvait pas être faite au départ parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Par contre, à 12 mois, sur le nombre de personnes qui ont été recrutées dans les sociétés, je pense notamment à des sociétés immobilières où il y avait beaucoup de turnover et du coup il y avait beaucoup de données, et bien on a pu constater une analyse par exemple qui avait été faite sur 20 personnes, qu'est-ce qu'elle avait donné en termes de prédiction sur les 30 personnes recrutées durant l'année. Et dans ce cas-là, ça a pu nous donner des critères de référence. Quand on arrivait sur 20 personnes à trouver un degré de représentativité du modèle, on se disait à ce niveau de représentativité du modèle, on a telle prédictivité derrière. Donc maintenant sur 20 personnes, on peut avoir des données qui sont très nettes, on peut avoir des données aussi qui sont moyennes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance qui émerge, mais en fonction de l'homogénéité et de la qualité des données sur ce petit échantillon, on va pouvoir faire une hypothèse de la même manière que sur des grands, au regard justement du benchmark que l'on peut avoir sur des échantillons similaires. More options. Pourquoi more options? Là, je vous ai parlé d'un modèle, un modèle sur lequel vous avez une marge d'erreur, sur lequel vous avez un regard de quoi il est constitué, vous avez un test qui est possible, mais le fait est que, comme on a à la fois la performance et l'attitude qui est communiquée, on a tenu aussi, finalement, à vous proposer d'autres options. Finalement, vous avez aussi une analyse statistique qui se focalise uniquement sur la performance des gens, et qui va vous donner la même chose, hein, qui va générer un modèle, mais qui ne tient pas compte de l'attitude, c'est optimisation de la performance. Alors quel est l'intérêt ici? Si jamais vous voyez que le premier modèle il a une marge d'erreur assez forte, alors que quand on se focalise sur la performance, on a des données beaucoup plus nettes et beaucoup plus fiables, ben, allez sur la performance, parce qu'apparemment l'attitude, elle vient polluer la qualité de l'analyse et elle n'est pas nette. On a aussi des entreprises qui peuvent avoir une stratégie très court-termiste à un moment donné, vouloir développer un business très vite, et dans ce cas-là, c'est la performance qui compte, parce qu'il faut déployer très vite des résultats sur un secteur d'activité. Après, ce n'est pas une stratégie qui tient très longtemps non plus, hein, mais ça peut être un objectif que vous pouvez avoir en tête. Et puis la troisième option, bah, c'est l'option attitude. On ne tient pas compte de la performance, on se dit, est-ce qu'il y a des choses qui distinguent les personnes qui ont une attitude hyper positive et hyper constructive pour l'entreprise. Et ça aussi, ça peut donner lieu à un modèle. Quand vous le regardez et les dimensions qui ressortent, vous pouvez vous dire, bien ça effectivement, c'est le type de personne que l'on veut voir chez nous à l'avenir, et ça nous va très bien. Ce modèle-là, quand on l'a vu appliqué, on était plutôt dans le cadre de petites entreprises, où trouver 50 personnes, c'était compliqué. Alors, trouver 50 personnes qui faisaient le même job, c'était même pas possible. Et donc, dans ce cas-là, la performance des gens n'est pas comparable, parce qu'ils ne font pas le même job. Et à partir de là, par contre, leur attitude, est-ce qu'ils sont, on va dire, en phase avec la culture d'entreprise, ça c'est évaluable, et c'est comparable pour toute l'entreprise. Et à partir de là, on peut se focaliser sur un modèle plutôt attitude, qu'on peut qualifier d'adéquation à la culture d'entreprise pour ces situations-là. Un an et demi après, à quoi est-ce qu'on est arrivé? Ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 18 mois, on a continué à faire du recrutement prédictif classique, on récupérait les données chez les clients, on menait des analyses statistiques en procédant avec différentes approches, et on sortait des modèles prédictifs, mais on a continué pendant ces 18 mois, en fait, à tester des modèles algorithmiques pour se dire, est-ce qu'ils disent mieux que nous, est-ce qu'ils pourraient faire mieux que nous? Et on est arrivé, c'est pour ça qu'on peut sortir cette fonctionnalité à ce résultat-là, en comparant le travail que nous on avait fait avec le travail que notre algorithme produisait dans différents cas. Donc là, je vous en donne sur la trentaine qu'on a pu tester
Je vous en donne 5. Donc on avait des conseillers commerciaux, ils étaient au nombre de 49. On a réussi, nous, à pouvoir produire un algorithme un modèle prédictif qui produisait une qualité de la prédiction à 76%. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quand il disait qu'une personne allait réussir, c'était 76% du temps vrai, et il y avait 24% du temps où, quand il disait qu'une personne allait réussir, bah derrière elle échouait quand elle était en poste, et vice-versa par rapport à l'échec. On disait cette personne va échouer, 76% du temps c'était le cas, et 24% du temps elle était quand même capable de réussir. D'un point de vue, quand on a fait tourner l'algo automatique, il est arrivé à 79 en termes de bon replacement sur l'échantillon. Donc on a gagné 3%. On a pu le faire aussi sur des responsables de vente qui étaient au nombre de 70. Là on était sur un taux un peu plus limité de capacité à prédire le succès, mais l'algo n'a pas fait mieux. Des courtiers en assurance, c'est aussi une population qu'on a eue, au nombre de 73. Là, on était à 59% en termes de prédiction, et il y a eu un vrai gap de l'algo qui est monté à 71. Et puis enfin, sur des managers de restauration, c'est l'avant-dernier cas, au nombre de 225, c'est un échantillon plus conséquent, on est passé de 73% à 72, légère baisse. Sur des directeurs magasins, 80%, on était des plus hauts taux qu'on peut avoir. 8 personnes sur 10, on est sûr de ce que l'on dit, et c'est monté à 83. Donc ça, c'était assez enthousiasmant pour nous de nous dire finalement c'est bon, on n'a plus besoin de tout refaire nous-mêmes à la main parce qu'on a réussi à développer quelque chose qui reproduit ce que l'on sait faire de mieux à l'échelle, au niveau de qualité que l'on veut le produire. Quand je dis l'algorithme, en fait, il y en a plusieurs en fonction de la taille de l'échantillon. Ça va des analyses, des statistiques descriptives qui vont mettre en avant des discriminations plus ou moins fortes, jusqu'à, quand on est sur des plus grands groupes, des régressions logistiques polytomiques qui permettent vraiment histoire de le dire, mais c'est vraiment réellement ce qu'on a privilégié comme algorithme, qui vont permettre de faire ces classements-là. Donc en fait, plus vous nous donnez d'informations, plus nous on fait travailler des formules mathématiques intelligentes, parce qu'on a les moyens de le faire. Et globalement, quand on a fait un bilan de la comparaison sur l'ensemble des projets que l'on avait, l'algorithme arrive à faire entre moins 3 et plus 12% que ce qu'on sait faire sur l'ensemble des projets qu'on a vus. Donc le moins 3%, c'est tolérable, et ça monte à plus 12% en termes de succès. Donc Vincent et Christophe ont véritablement atteint l'objectif et ont pu détruire cette partie de leur job en tout cas. Les mecs se sont quand même ubérisés tout seuls, quoi. Exactement. Exactement. Je passe à David sur la partie application finalement. Comment est-ce qu'on retrouve ces modèles prédictifs sur notre plateforme désormais? Merci Simon. En effet, alors à partir du moment où vous avez créé ce modèle prédictif, vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir l'utiliser dans vos campagnes de recrutement. Donc quand vous créez une campagne de recrutement sur AssessFirst, vous allez donc sélectionner le poste pour lequel vous recrutez. Vous sélectionnez tout simplement le modèle prédictif que vous souhaitez utiliser pour cette campagne, et de là, vous appuyez sur OK, ça génère la campagne, vous avez un lien, ce lien, vous n'avez plus maintenant qu'à soit l'envoyer directement au candidat que vous avez identifié, si vous voulez chasser, soit vous pouvez carrément copier-coller ce lien et le mettre à la fin de vos offres d'emploi, ou le mettre dans le mail envoyé depuis l'ATS. Vous savez, souvent, ce qui se passe, c'est que le candidat voit l'offre d'emploi, il va sur Apply, donc il postule, il upload son CV, et ensuite, il y a un mail de remerciement. Dans ce mail, vous pouvez mettre le petit lien, voilà, étape suivante, la personne qui fait son profil. À la fin, tous les candidats vont arriver dans ce système de gestion des campagnes sur AssessFirst. Donc ici, on va retrouver le taux de matching global de chacun par rapport au modèle prédictif. Donc, on a tous les candidats. Et si par exemple je vais sur le profil de Chacha, je mets ma souris ici, et là automatiquement, on va vous donner le détail. On va vous dire, ok, elle a 61% global, mais en gros sur la personnalité, ce qu'on appelle le shape fit, donc elle est à 39% d'adéquation, 60% sur les motivations, ce qui la met en mouvement, 84% sur la partie capacité de raisonnement, agilité intellectuelle, et là on a ajouté un quatrième facteur, alors qui est tout à fait optionnel, mais qui est quand même de plus en plus utilisé, on en parlait il y a quelques instants ensemble, donc c'est ce qu'on appelle le manager fit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le ou la future manager de la personne que vous souhaitez recruter pour ce poste a également un profil sur AssessFirst, on est capable de vous dire dans quelle mesure le style de leadership, de management
du ou de la manager va être compatible avec les comportements naturels de la personne. Alors si on a 2 sur 5, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas travailler ensemble, mais c'est juste qu'il y aura peut-être un peu plus d'ajustements auxquels il faudra procéder régulièrement. Il se passe quoi? Il se passe que, donc on voit qu'on a toutes ces données pour l'ensemble des candidats. Ici, on a donc 33 candidats, candidates, dont on peut soit shortlister la candidature, soit écarter la candidature. Souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le fameux 60% qui est souvent une base, alors ça peut être 60, ça peut être 80, hein, mais souvent, nous, on a tendance à donner 60% comme base de référence pour vous dire, à partir du moment où une personne a 60% alignée par rapport au job, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel de qui elle est va dans le sens de ce que vous lui demanderez de faire au quotidien. Alors qu'une personne qui sera à 12%, l'adéquation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand elle se lève le matin, elle a envie d'aller par là, alors que vous allez lui demander d'aller dans ce sens-là. Donc sur le long terme, ça ne va pas pouvoir suivre. Donc très bien, 60%, donc on peut y aller, sauf que parfois il y a un problème. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que des fois il peut y avoir des effets de moyenne. Imaginez un candidat, une candidate, qui va avoir une personnalité tout à fait alignée par rapport au job, des capacités intellectuelles tout à fait alignées par rapport au job, mais des motivations complètement en opposition par rapport à ce qui est requis pour s'épanouir et réussir chez vous. C'est quand même un problème. C'est-à-dire que la personne peut faire le job, mais sur le long terme, elle n'aura pas envie de le faire, donc ça va être compliqué. Donc on s'est dit, donc certains connaissent déjà le petit truc, mais en gros, on s'est dit, on n'a pas vu, et alors on a créé un système qui va permettre justement de simuler tout ce travail que fera un expert en assessment, qui prendrait tel trait de perso, la motivation, les raisonnements, je compile tout ça, j'analyse les effets de compensation ou de potentialisation qu'il peut y avoir, je remets en perspective par rapport au job, et ensuite je vais pouvoir faire une meilleure prédiction. Donc ce petit assistant, on s'est dit c'est un truc super magique, donc on va créer un bouton qui va s'appeler le Magic Button, Donc pour ceux qui l'utilisent d'ailleurs, vous pourrez le réutiliser, on a ajouté un petit truc, quand vous cliquez dessus maintenant, il y a Freddie Mercury qui chante. Mais vraiment. Et donc voilà, c'est kind of magic. Donc là, on va identifier, on va vous highlight en bleu, on va vous surligner tous les profils dont on pense que ceux-ci, il faut les rencontrer sans tarder. Parce que, a priori, on a un très très bon alignement de qui ils sont par rapport à ce qui est requis. Et on va vous mettre en rouge, on va vous surligner en rouge les profils des personnes dont on pense que, dont on a identifié que même si elles ont des taux d'adéquation qui sont supérieurs à 60%, il y a des décalages qui sont quand même extrêmement significatifs et qui pourraient rendre l'adéquation particulièrement problématique. Donc là, vous allez dire, ok, super les gars, vous avez bien travaillé, vous avez mis tous ceux qui sont en bleu et tous ceux qui sont en barre rouge. Mais vous allez voir qu'on a fait mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a reproduit également ce qui se passe dans avec d'autres types de data. J'imagine que lorsque vous recrutez, vous regardez les CV de vos candidates, de vos candidats, et ce qui se passe généralement, c'est que parfois on reçoit les CV, on se dit ce CV, ouais, clairement je vais rencontrer la personne, celui-ci, clairement il est à côté de la plaque, mais vraiment il n'y a pas... Et des fois on reçoit un CV, on se dit il est bizarre ce CV, il n'est pas classique, il n'est pas conventionnel, mais il y a un petit truc qui me fait dire que je devrais rencontrer cette personne. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a reproduit, mais du point de vue de l'évaluation du potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre dans le détail du profil de Christine, par exemple, on pourra se rendre compte qu'en effet, du point de vue des motivations, il y a des choses qui sont en décalage par rapport à ce qui est requis pour réussir, en décalage assez fort même, mais en même temps, on a pu repérer au travers de ces résultats que ce sont des motivations, celles sur lesquelles il y a des décalages, qui sont des motivations plutôt contextuelles. D'accord? C'est-à-dire que la façon, l'environnement, le contexte dans lequel elle était au moment, son contexte de vie, au moment où elle a complété l'éval, donc a pu impacter sur ces décalages de motivation. Et on a pu identifier également que ces motivations sont des motivations susceptibles d'évoluer très fortement et plutôt dans le bon sens à partir du moment où elle va intégrer ce job dans cette entreprise avec ce type de manager. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de rencontrer la personne. Donc à un moment donné, vous pouvez valider, et si vous cliquez sur un candidat, une candidate en particulier, vous allez pouvoir accéder aux détails de son profil et de cette adéquation, de cette prédiction de la réussite et de l'engagement. Donc là, pour celles et ceux qui connaissent déjà l'onglet prédire la réussite, ça a un petit peu changé, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver le taux d'adéquation globale. Vous pouvez télécharger un rapport complet avec tous les points d'alignement, les points de décalage entre le profil de la personne et le job. Vous aurez toutes les questions également qu'on peut poser à la personne en entretien pour approfondir son évaluation, une grille d'observation. Si je scrolle, donc on a changé un peu la présentation. Avant, vous aviez perso, motivation, raisonnement. Là, on s'est dit il faut qu'on retranscrive des critères qui soient plus facilement, plus directement exploitables. Donc vous allez avoir directement la probabilité de réussite, la probabilité d'engagement dans le job, et si vous voulez,
on peut même ajouter, encore une fois, le manager. Là, il n'y en avait pas. Je vais en ajouter un. Au hasard, je vais mettre Simon. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a une